bienvenue au webinaire de présentation du réseau AgriSentinelle. Donc, je me présente, je m'appelle Delphine Lemeister. Donc, je co-anime ce réseau avec une de mes collègues, Elsa Delanoux, qui ne pouvait pas être présente ce matin. Et donc, je vais vous présenter dans les 20 prochaines minutes le réseau AgriSentinelle. Donc, j'en profite également pour vous présenter virtuellement donc, Benjamin Perdreau, qui est aussi de l'autre côté, quelque part en ligne, et qui travaille donc à la coopération agricole et qui est responsable donc, de tout ce qui est RSE. Benjamin, je ne sais pas si tu veux dire un mot avant qu'on démarre. Oui, bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire en temps un peu particulier. Et puis donc voilà, effectivement, je suis responsable RSE au sein de la coopération agricole et donc on suit ce projet, on porte ce projet avec Idel et aussi Alice, mais Delphine va présenter tout ça sur ce réseau AgriSentinelle. Donc, on démarre. Alors, le réseau AgriSentinelle émane d'une initiative d'Alice, qui est soutenue par COP de France. Et ensemble, ils ont souhaité lancer une action innovante autour de l'accompagnement des agriculteurs en difficulté, en détresse également. Et ce réseau a pour objectif de sensibiliser, de former et d'outiller des sentinelles, donc qui sont les femmes et les hommes volontaires qui travaillent au contact des agriculteurs. L'idée étant de vraiment s'impliquer dans la prévention du suicide. Et ce projet bénéficie d'un financement CASDAR mobilisé par la coopération agricole. Et l'animation technique du projet est assurée par l'Institut de l'élevage. Et vous le verrez tout à l'heure, il s'agit d'une grande action collaborative. Il mobilise une trentaine de parties prenantes du monde agricole qui sont engagées dans cette cause. Alors, le projet du réseau AgriSentinelle s'inscrit dans un contexte social qui est difficile pour les agriculteurs. On a peu de chiffres récents, mais les plus récents qu'on ait, c'est ceux d'une étude du Système national des données de santé qui date de 2015 et qui indique qu'en 2015, donc sur une année, on a donc eu 372 suicides parmi les chefs d'exploitation, ce qui fait une moyenne de 1 par jour. Et donc la répartition de ces 372 suicides se fait majoritairement parmi la population masculine et âgée de plus de 65 ans, comme vous le voyez sur les chiffres à l'écran. Si on ajoute à cela les salariés agricoles, on tombe à une moyenne de 2 suicides par jour sur l'année 2015. Donc vraiment des chiffres dramatiques, alarmants. 17 de Nicolas Defontaine, qui a fait sa thèse sur le sujet, explique que le risque suicidaire est plus élevé également si on s'intéresse à la taille des exploitations. Les agriculteurs installés sur moins de 50 hectares ont en fait 1,5 fois plus de risques que ceux installés sur plus de 200 hectares de se suicider. Le type de production est également un facteur expliquant, à savoir que les éleveurs laitiers et les éleveurs allaitants, donc en bovin, sont plus touchés que les autres types de production. Et enfin, la localisation, mais qui est en fait corrélée au type de production, c'est les localisations, les régions où on a principalement de l'élevage, donc comme la Bretagne, l'Auvergne, Picardie, Normandie, Pays de Loire, Bourgogne, où là aussi on a un risque plus important pour les agriculteurs de se suicider. Si on s'intéresse aux affiliés au régime agricole, on note globalement un risque de suicide 12,6 fois plus élevé que la population. Et encore plus, on tombe presque à 20% chez les salariés agricoles. Donc vraiment un contexte social très difficile. Si on s'intéresse aux causes du suicide, celles-ci sont multifactorielles. Vous avez ici quelques éléments qui expliquent, qui composent en fait ce fléau. Donc on a bien sûr tout ce qui caractérise le monde agricole, prolifération des normes, volatilité des prix, les crises sanitaires, mais également d'autres aspects plus sociaux, tension entre vie personnelle et professionnelle qui est très prégnant dans le monde agricole, l'isolement croissant qu'on retrouve aussi dans le milieu rural, et aussi les controverses sociales qui ont pris de l'ampleur récemment. Vous connaissez bien sûr tous ces éléments très bien, voire sans doute mieux que moi, donc je ne vais pas m'y attarder, mais voilà, c'est pour expliquer que
on ne passe pas à l'acte parce que les prix ont baissé. Voilà, il y a tout un contexte qui entoure cette question. À préciser également, c'est que ce phénomène n'est pas nouveau. Le taux de suicide, à titre d'exemple, le taux de suicide en agriculture en 2008 est plus bas qu'en 1970, selon à nouveau une étude de Nicolas Desfontaines. Mais l'agriculture est un des secteurs les plus touchés, avec la police, avec l'enseignement, avec le milieu de la santé. Donc, je vous ai mis également quelques chiffres ici. Donc, dans ce terrible contexte, il y a bien sûr le monde agricole qui agit et qui réfléchit à des prises en charge collectives du problème. Donc, on a de nombreux dispositifs d'accompagnement qui existent déjà dans les territoires. On vous en a mis ici une petite panoplie. Donc, il y a les MSA, bien évidemment, qui sont les premiers acteurs sur le sujet, avec le dispositif Agri-Écoute. On a les chambres d'agriculture qui, via leurs services territoriaux et économiques, ont également des actions à l'œuvre. Les DDT qui ont une cellule de prévention du suicide qui est plus ou moins liée aussi à la cellule de prévention de la maltraitance animale. Et aussi toute une série d'associations plus ou moins répandues sur le territoire, plus ou moins locales, qui mettent en œuvre des mesures d'accompagnement des producteurs en difficulté. On cite ici Solidarité Paysan, qui est développée à l'échelle du territoire national. Et la problématique donc le monde agricole agit, mais rencontre des difficultés. Les premières étant les suivantes. Donc, il n'est pas toujours évident lorsqu'on est en difficulté, donc d'aller demander de l'aide. En fait, on a plutôt une posture de repli sur soi. On n'est pas facilement amené à venir parler de son problème auprès de dispositifs existants, d'autant plus qu'on ne les connaît pas forcément. Ces dispositifs sont en effet parfois mal connus ou pas assez connus des agriculteurs eux-mêmes, mais aussi de l'ensemble des sentinelles potentielles. D'où l'importance de les faire mieux connaître à l'ensemble des agents intervenant sur le terrain. Parfois également, les agriculteurs peuvent manquer de confiance envers certains interlocuteurs qui se présentent à eux, et ça n'incite pas non plus à agir. Et on a eu tendance, en particulier en élevage, à s'intéresser jusqu'à présent essentiellement à mettre l'animal au centre, en occultant finalement un peu l'aspect humain aussi de l'approche de l'exploitation. Donc, ce qui fait qu'on pouvait passer jusqu'à présent parfois à côté de certaines détresses humaines en agriculture. Et enfin, dans la gestion des entreprises, parfois les risques psychosociaux, ces fameux RPS, on en reparlera plusieurs fois, ne sont pas forcément toujours bien pris en charge, bien pris en compte, parce qu'il est difficile parfois de les mesurer, puis on a tendance parfois à ne pas les mettre en priorité. Donc voilà pour le contexte. Pardon, je vous propose de visionner une petite vidéo rapide de Étienne Gagneron, qui est vice-président de la FNSEA et qui, on peut dire, parraine finalement le réseau Agri-Sentinelle et qui nous dresse un petit panorama des enjeux de la prévention du suicide et de la sensibilisation des conseillers et techniciens. Donc, j'espère que ça va marcher. Si ce n'est pas le cas, vous me le direz. C'est vrai qu'il y a un peu d'omerta dans le milieu agricole autour de ces sujets-là. Les agriculteurs et les agricultrices sont plutôt des taiseux. Et il faut vraiment ouvrir cette espèce de boîte noire en considérant qu'il n'y a pas d'a priori, que c'est toujours multifactoriel, qu'il faut être très humble sur ce sujet, qu'il y a parfois de l'économique, mais il y a surtout à un moment donné des pépins qui se cumulent, qui peuvent être d'ordre familial, sanitaire, économique. Et à ce moment-là, s'il y a de l'isolement, si les intervenants qui entourent le milieu agricole ne sont pas un peu sensibilisés sur le sujet pour pouvoir dire il y a un problème, il faut faire quelque chose, ben on laisse passer des drames humains et ça c'est terrible. Donc quel que soit le niveau d'intervention, cette sensibilisation à travers le réseau Agri-Sentinelle, il est très très important parce qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui de voir autant de suicides en agriculture. C'est assez paradoxal le monde agricole. À la fois les producteurs sont un peu assez isolés, mais ils sont aussi très entourés à travers leurs coopératives, enfin tous les différents intervenants qui viennent sur place, qui à un moment donné, que ce soit le contrôleur laitier, que ce soit le vétérinaire, voilà, il y a quand même des gens qui défilent
Et il n'y a pas forcément de lien entre tous ces intervenants. C'est des interventions individuelles. Et donc il faut qu'on arrive à construire un espèce de réseau pour qu'il y ait des alertes qui puissent bien fonctionner et remonter au bon endroit pour qu'après on puisse localement déterminer quelle est l'organisation qui est la plus à même d'intervenir sur la ferme où il y a le problème. Ça peut être, pourquoi pas, le vétérinaire, si c'est un peu lié avec des problèmes sur le troupeau, ou ça peut être tout simplement le technico-économique de la COP, pourquoi pas, qui connaît bien l'agriculteur depuis longtemps, et qui est le mieux à même de faire passer un message et de dire il faut se reprendre en main, on peut vous accompagner, voilà. Donc voilà, Étienne Gorneron parle du conseiller de COP, parle du technicien de laiterie, etc. Donc toutes ces personnes peuvent être des sentinelles. Donc, parmi les sentinelles, donc, on compte les inséminateurs, les techniciens, les conseillers, les préventeurs MSA, les vétérinaires, les autres éleveurs ou autres agriculteurs également qui sont importants et qui peuvent aussi signaler des agriculteurs en détresse. Donc, qui peut être sentinelle? En fait, c'est toute personne qui intervient plus ou moins régulièrement chez un agriculteur. Et on estime à environ 10 000 sentinelles le potentiel de personnes, d'hommes, de femmes qui pourraient investir ce réseau. Et ces salariés de vos entreprises, ces hommes, ces femmes, sont souvent les premiers témoins de situations de détresse qui sont vécues par les agriculteurs. Et on fait des sentinelles potentielles pour repérer les agriculteurs en difficulté psychologique, mais ça implique aussi qu'ils sachent auprès de qui donner l'alerte en cas d'urgence et qu'ils sachent orienter les agriculteurs vers des dispositifs adaptés à leurs besoins. D'où l'existence de véritables synergies entre l'action des dispositifs d'accompagnement qu'on évoquait tout à l'heure et qui existent et qui fonctionnent, et celle des sentinelles qui peuvent faciliter finalement la rencontre entre les agriculteurs en difficulté et les dispositifs d'accompagnement. Et c'est là vraiment tout l'enjeu et toute l'ambition du réseau Agri-Sentinelle. Il y a une petite question, et je pense qu'elle peut être importante, qui est posée sur le chat, c'est est-ce qu'il peut y avoir des agriculteurs sentinelles? Oui, tout à fait. Alors, je m'étais voisin éleveur, c'est une déformation professionnelle. Comme je travaille à l'Institut de l'élevage, j'ai tendance à parler d'éleveur, mais c'est bien évidemment tout agriculteur. Étant donné que dans le milieu rural, souvent les premiers voisins sont d'autres agriculteurs. Et ils sont tout à fait à même de pouvoir être ceux aussi qui lancent l'alerte, en tout cas qui notent un changement de situation. Il y a parfois des éléments qui annoncent une détresse qui arrive ou une baisse de motivation, une baisse de morale, etc. Et les voisins, les autres collègues agriculteurs peuvent bien évidemment faire partie de ces sentinelles. Alors, il y a une petite précision à apporter, on en reparlera tout à l'heure, c'est que la plupart, si ce n'est la totalité des dispositifs d'accompagnement, exigent un signalement de l'éleveur ou de l'agriculteur lui-même. C'est-à-dire que pour que le dispositif se mette en œuvre, il faut que ce soit l'agriculteur en difficulté qui fasse lui-même la démarche. Donc ça peut être une difficulté, mais en même temps c'est aussi gage de la confidentialité de chaque situation, évidemment. Alors les ambitions du réseau Agri-Sentinelle, c'est de contribuer à prévenir les situations de détresse en constituant un réseau de techniciens, conseillers de vétérinaires, etc., donc ces fameuses sentinelles, qui soient donc capables de lancer l'alerte sans oublier les agriculteurs eux-mêmes, en s'appuyant sur le maillage territorial des sentinelles, puisque celles-ci sont en général très réparties en fonction des activités, de la localisation des systèmes de production agricole, etc. Et comment ça se traduit? Par deux ambitions majeures. La première qui est de faciliter la détection des situations de détresse des agriculteurs. Donc il s'agit d'informer et de former les techniciens et conseillers au contact direct des agriculteurs. Excusez-moi. Donc de les former à la détection des situations d'isolement, qu'ils soient sociales ou des isolements liés à la détresse psychique et savoir aussi quelle conduite à tenir dans ces situations-là. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire quand je me retrouve confrontée à un agriculteur en détresse. La deuxième ambition concrète, c'est donc d'amplifier les actions des dispositifs existants
Donc, je vous citais tout à l'heure les principaux que nous, sur lesquels on a choisi de mettre notre accent dans cette action, qui sont la MSA, les chambres d'agriculture, la DDT et Solidarité Paysan, qui vont donc faire partie du répertoire que j'évoquerai avec vous tout à l'heure. En termes de balisage du rôle des sentinelles, bien évidemment, l'action s'inscrit dans une logique de volontariat. Il ne s'agit pas de forcer qui que ce soit à être sentinelle. C'est bien évidemment une décision personnelle propre à chacun. On peut ne pas avoir envie de devenir sentinelle pour prévenir ce genre de situation. Ce n'est pas quelque chose de forcément évident. On précise également que les sentinelles ne sont pas et ne doivent pas devenir des psychologues ou des préventeurs des risques psychosociaux. C'est des métiers particuliers. On est formé pour ça et il existe des formations dédiées. Mais par contre, voilà, elles sont là pour pouvoir adopter la bonne attitude lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles. Évidemment, cette action intègre le respect de la vie privée de l'agriculteur. On ne fait rien sans son accord. Et il est très clair que l'action des sentinelles aujourd'hui n'est pas de se substituer aux dispositifs existants. Ils sont là, ils ont fait leurs preuves, ils fonctionnent. Leur rôle à nos sentinelles, c'est d'amplifier l'action de ces dispositifs-là en permettant un accès plus facile aux dispositifs par les éleveurs, en faisant plus facilement ce lien, finalement, par les agriculteurs, excusez-moi, en faisant plus facilement ce lien entre les agriculteurs en difficulté d'un côté et les dispositifs de l'autre. Donc, on est là vraiment dans une logique d'amplification. Et enfin, pourquoi on vise très large avec un réseau de sentinelles qui concerne vraiment toutes les professions, tous les accompagnants des agriculteurs? C'est parce qu'on part du principe qu'il est important de miser sur une personne de confiance aux yeux de l'agriculteur, parce qu'il ne va pas forcément avoir envie de parler directement, je prends des exemples au hasard, mais à son conseiller MSA, à son conseiller chambre, à son conseiller COP, etc. Il peut avoir des personnes privilégiées auxquelles il a envie de s'adresser, et c'est important de lui laisser le choix. D'où l'idée d'avoir vraiment tout un pool, tout un écosystème capable de prendre en compte ces difficultés et de l'orienter vers un dispositif qui sera tout à fait à même de l'accompagner dans cette période difficile. Alors, je vous le disais en introduction, l'ambition du réseau AgriSentinelle est partagée par un grand nombre d'acteurs des filières agricoles. Donc ça, c'est la fameuse bannière. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que soit vous faites directement partie du réseau en tant que partenaire, soit vous êtes membre d'un de ces partenaires. Et donc vraiment, là, ce que veut porter cette bannière, c'est l'implication collective pour une lutte contre la détresse en agriculteur et sans étiquette politique. Alors, concrètement, le réseau AgriSentinelle met à disposition une boîte à outils des sentinelles qui est en ligne. Alors, là, vous avez une capture écran, on va y aller dans un instant. La cible de ce réseau, de ce site web, c'est évidemment les sentinelles, les techniciens, conseillers vétérinaires, agriculteurs, etc. Mais comme il est en accès libre et qu'il est ouvert à tous, il peut être bien évidemment consulté beaucoup plus largement. Alors, du coup, vous avez une entrée donc, qui veut en fait décrire des situations qui sont potentiellement rencontrées par les conseillers lorsqu'ils sont confrontés à une situation d'agriculteur en détresse, donc des termes, triste, anxieux, fatigué, ils se confient, l'impression d'être impuissant, donc qui derrière, quand on clique dessus, vous amène à la présentation de ce que c'est que le réseau AgriSentinelle et qui explique en quoi il est important de se former pour mieux comprendre les situations de détresse. Alors, il y a dans ce site web un onglet qui est dédié au repérage. Donc, repérage, c'est les formations qui, pour nous, est vraiment une étape clé dans pour permettre à ces sentinelles potentielles de mettre en œuvre leur action de repérage.
Donc, les formations ont pour mission de mieux repérer les agriculteurs d'aider les sentinelles à mieux repérer les agriculteurs qui rencontrent de graves difficultés ou qui sont en détresse psychologique, de les aider à mieux orienter les agriculteurs vers les dispositifs d'accompagnement, mais aussi de développer des attitudes adaptées aux agriculteurs en difficulté. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des formations dédiées aussi à adopter une écoute plus active, à se protéger aussi soi-même psychologiquement, parce que c'est pas toujours évident non plus de se retrouver confronté à la détresse, ça peut être contagieux, donc l'idée est aussi d'arriver à adopter des postures qui nous permettent de prendre du recul, tout en étant une écoute attentive, une oreille attentive pour la personne qu'on a en face de soi. Il s'agit aussi de savoir trouver les mots, etc. Donc vous avez dans cet onglet-là une série de formations, donc au niveau national pour certaines régionales, qui sont du coup reliées à un contact et un site web. Vous en avez plusieurs, hein. Elles s'étoffent au fur et à mesure, on en rajoute régulièrement, l'idée étant d'avoir une présentation la plus large possible des formations. Donc n'hésitez pas, si vous entendez parler autour de vous, si vous avez déjà vous-même mis en œuvre des formations de ce type avec des partenaires dans vos équipes, et que ça a été bien sûr, n'hésitez pas à nous en parler, on peut alimenter le site avec ces éléments-là. Et voilà pour les formations qui, voilà, je le répète, hein, aident aussi à mieux gérer ses émotions dans des situations complexes. En page d'accueil, on retrouve aussi une carte de France sur laquelle on a l'ensemble des dispositifs existants qu'on a, c'est pas exhaustif, mais l'ensemble des dispositifs qu'on a mis dans notre répertoire, sachant qu'on a appelé individuellement chacun de ces contacts pour pouvoir les noter ou non, selon leur accord, dans le répertoire. On a donc un recensement des contacts de professionnels de l'accompagnement, donc des psychologues, des assistants sociaux, des conseillers agricoles spécialisés, etc., dans chaque département, en France métropolitaine uniquement, et vers lesquels orienter les agriculteurs qui nécessitent un accompagnement adapté. Donc là, par exemple, je prends l'exemple de Lyon. On a, alors, dans ce département du Rhône, les 4, alors là vous en avez un qui est la chambre, et ici les 3 autres, par exemple la MSA 1 Rhône, donc on a le contact de la personne et le lien vers le site web donc, qui explique le fonctionnement du dispositif d'accompagnement. Donc ça fait près de 270 professionnels qui sont répertoriés. Alors on n'a pas forcément un contact pour tous les départements, on n'a pas forcément les 4 contacts pour tous les départements, mais il y en a au minimum 1. Et donc je le répète, c'est lié au fait qu'on a demandé leur accord, évidemment, donc on n'a parfois pas eu de réponse ou parfois eu des refus, mais c'était très rare. Et on compte aussi sur voilà, le déploiement du site web, le déploiement du réseau, pour être contactés par certains partenaires afin de noter leur nom dans le répertoire, évidemment. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous faire part de dispositifs locaux, de numéros manquants ou de changements dans les noms, dans les numéros de téléphone, puisque évidemment, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, ces contacts sont issus des 4 dispositifs que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les plus représentés en fait à l'échelle du territoire et qui du coup sont, voilà, on a fait le choix de les noter dans le répertoire. Il existe par contre aussi de nombreuses associations localement. Pour trouver également... Je t'interromps ouais. Un peu, Delphine. Il y a 2 questions qui arrivent. Donc, une première, c'est comment on s'assure de la mise à jour des contacts. Et la deuxième, c'est pour être sentinelle, est-ce qu'on doit suivre à minima les modules de formation? Alors, les contacts, la mise à jour, pour l'instant, donc il n'est pas... Ça a été très long, la constitution, l'appel de ces 4 fois 70 personnes. Donc, on ne peut pas le faire tous les ans, c'est évident. On compte sur les membres du réseau, ceux qui se rendent sur le site pour nous faire part des changements éventuels. On a aussi les têtes de réseau. Par exemple, on travaille beaucoup avec la caisse centrale MSA qui, elle, nous contacte régulièrement pour nous informer d'un changement de nom. Ça marche de la même façon
avec les DDT, les chambres, même si c'est un peu moins évident, un peu moins centralisé. Donc voilà, c'est en fonction des éventuels retours de personnes, puisqu'on a aussi sur le site web tout en bas un contact avec un formulaire de contact qui permet d'envoyer une question, et notamment il y a signaler une erreur de contact dedans, comme vous pouvez le voir à l'écran, afin de nous faire part de changements ou de numéros qui ne répondent plus, etc. Ensuite, concernant la formation, alors peut-être Sentinelle qui veut, je veux dire, on ne restreint pas le champ de cette œuvre collective. On ne va pas décider qui peut l'être ou qui ne peut pas l'être. Par contre, pour nous, il nous semble primordial et vraiment très important, aussi bien pour améliorer l'accompagnement de l'agriculteur que pour se sentir mieux dans cet accompagnement. Il nous semble indispensable de suivre à minima une formation sur l'écoute active ou sur la détection des signes de la crise suicidaire, etc., afin d'être plus à même d'appréhender cette situation-là et d'avoir un impact plus important au quotidien dans les exploitations agricoles. Après, évidemment, voilà, ça dépend des ressources financières, ça dépend des ressources en temps, mais on le verra tout à l'heure, il existe des ressources pour ça. Mais voilà, la formation pour nous est vraiment la clé d'entrée et nous paraît indispensable pour être sentinelle. Et c'est aussi l'objet un petit peu de ce webinaire aujourd'hui, qui est de sensibiliser les employeurs de conseillers techniciens à l'importance de pouvoir organiser une petite formation collective. Ça peut être sur une journée, sur le compte formation, etc. Mais je vais y revenir sur ces aspects-là. Mais la clé, c'est vraiment la formation à nos yeux. Les dispositifs existant déjà. Et question bonus que j'ai oublié tout à l'heure, c'était tout à l'heure sur les parties prenantes qui gravitent autour de l'agriculteur éleveur. Ouais. On parlait de MSA et on demande, c'était marqué préventeur de la MSA, mais est-ce qu'il s'agit du service action sociale de la MSA ou du médecin de la MSA? Alors, c'est en général les services des actions sociales, ils ont un guichet unique, hein, donc entrée directe sur toutes les actions. Évidemment que voilà, ça peut aussi être le médecin selon les cas. Je sais qu'on a autour de la table là des personnes issues des MSA, donc si elles veulent compléter, hein, qu'elles n'hésitent pas à se manifester. Mais voilà, on est plutôt sur les services sociaux. Voilà pour le site web. Il existe également un onglet Agir. Agir recense en fait l'ensemble des questions. C'est une sorte de foire aux questions, hein, que peuvent se poser les professionnels agricoles qui sont en mode accompagnement de personnes en difficulté. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance quand vous serez sur le site. Alors, je vais revenir sur le diaporama. Hop, ici. Donc, bon, ça, j'ai dit à l'oral, j'y reviens pas. C'était présenter le catalogue de formation, le répertoire d'accompagnement, avec quand même, ce qui est important de préciser peut-être, c'est voilà, que faire au contact d'un agriculteur en détresse qui nécessite un accompagnement, c'est donc lui communiquer les contacts de son département et l'inciter à les appeler et lui indiquer qu'il pourra bénéficier d'un appui spécifique à ces problématiques. Donc voilà. Et ça, c'était pour la foire aux questions, donc, qui précise notamment, alors on en a choisi une, comment s'engager au sein du réseau Agri-Sentinelle. C'est manifester son intérêt auprès de son employeur, évidemment, mais aussi auprès du réseau. Nous, ça nous intéresse de savoir combien de personnes sont intéressées, de se former. Donc, ça répond aussi en partie à la question qui a été posée tout à l'heure. Voilà, ça permet de mieux repérer les agriculteurs en difficulté, de mieux adopter une posture d'écoute et de mieux vivre son engagement en étant plus serein par rapport à cet accompagnement. Et enfin, ça permet derrière d'appliquer en orientant les agriculteurs vers un des professionnels présentés dans l'annuaire. Alors, pour les coopératives et plus généralement, je sais qu'il n'y a pas que des coopératives autour de la table, mais donc plus généralement pour les employeurs de main-d'œuvre, pourquoi s'engager dans le réseau? Donc, on vous a mis ici
Alors, un petit témoignage qui est porté par Denis Barraud, donc, qui est le président des caves de Rozan et administrateur à la coopération agricole, qui explique les raisons pour lesquelles sa coopérative s'est engagée dans la démarche. On est maintenant depuis 5 ans, suite à ce qu'on sentait être comme des détresses potentielles, sans vraiment, puisque nous sommes sur une filière viticole qui, quelque part, a moins de problèmes économiques que d'autres filières, mais cela n'empêche que, de manière individuelle, suite à des très gros orages de grêle, on s'est posé la question, en partenariat avec la MSA, de formations potentielles et éventuelles qui pourraient être mises en place pour pouvoir éviter et essayer de repérer par des comportements comme ça des personnes en difficulté, sinon en détresse. En œuvre en 2015, malheureusement trop tard puisqu'on a eu un suicide en janvier 2015, pas obligatoirement lié à des problèmes économiques, mais bon, on ne sait pas exactement, il y a sans doute beaucoup de facteurs qui font qui induisent le passage à l'acte. Donc on a formé en partenariat avec la MSA deux salariés. Donc je crois que c'est important cette notion de formation, puisque on peut effectivement se rendre compte de la difficulté de certains, mais il y a sans doute et bien évidemment des choses à percevoir et cela peut venir que de la formation. Donc je pense que c'est important, sinon primordial, que le maximum de personnes puissent être formées là-dessus. Et c'est pour cela que, comme nous avons en ce moment des difficultés économiques sur la filière viticole, ce qui est un petit peu nouveau par rapport à d'autres filières, et donc on est complètement sensibilisé en plus. Et là, je m'interroge avec mon directeur aujourd'hui, qui mieux quelque part que les agriculteurs qui sont en contact le plus souvent, encore plus que les salariés de la coopérative, les techniciens ou autres. Donc je pense que ce serait peut-être bien que la formation se fasse également au niveau des agriculteurs. C'est là-dessus que l'on va y réfléchir et sans doute mettre en œuvre une formation toujours en lien avec la mutualité sociale agricole. Sans doute pour les membres du conseil d'administration, tout au moins ceux qui le voudront. Voilà. Et aussi, ça fait partie également, ça plus d'autres choses, par rapport à la problématique de la responsabilité sociétale des entreprises, qui est dans notre coopérative quelque chose d'important. Voilà. Et bien sûr, cette vidéo est accessible en ligne si vous le souhaitez, hein, mais voilà, on ne va pas tout vous passer. Donc voilà. Quelques questions pendant la vidéo. Est-ce qu'il est possible d'organiser des formations en entreprise? Voilà. Est-ce que ces formations peuvent être en présentiel ou être suivies à distance? Et une autre sur est-ce que les agriculteurs en fait sont plutôt OK pour témoigner sur ce qu'ils ont vécu? Alors, évidemment, les formations peuvent se passer en entreprise. C'est d'ailleurs, je dirais, ce que j'ai pour l'instant, en tout cas de manière empirique, ce que j'ai observé le plus fréquemment. C'est-à-dire que c'est un service ou c'est une entreprise qui propose à ses salariés de participer à ce type de formation et s'y inscrire qui veut. C'est mieux si c'est sur la base du volontariat parce que derrière, si on est forcé d'aller dans ce genre de formation, ça peut être difficile à gérer aussi pour le formateur et puis pour le groupe en général. Donc ça se fait beaucoup en entreprise. C'est d'ailleurs souvent très bien vu aussi par les membres des équipes, etc. parce que ça leur permet d'avoir un lieu d'échange qu'ils n'ont pas forcément toujours. Ça dépend bien évidemment de chaque entreprise, hein, mais en tout cas un lieu d'échange différent où ils parlent de cette problématique-là. Et pour avoir assisté à une formation comme ça a été vraiment très enrichissant. Et il y a eu un avant et un après. En fait, j'en ai reparlé avec certaines personnes ensuite. Et par contre, ça peut aussi être fait dans le cadre, voilà, la MSA qui organise une formation à un endroit et on peut venir en tant que juste une personne, venir participer à cette formation-là. Mais donc, pour l'organiser au sein de votre entreprise, il suffit de contacter, vous pouvez aller voir le formulaire, vous pouvez aller voir les différentes formations en ligne. Il suffit de contacter la personne ressource et de voir avec elle les modalités de l'organisation de la formation, sachant qu'il en existe plusieurs. Sur la partie témoignage des agriculteurs, non, bien évidemment que ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident à faire. Je l'ai vu une fois en congrès, c'est douloureux. Enfin, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire après coup. Après, pendant
je ne sais pas si la question était axée plutôt sur est-ce que l'agriculteur se confie facilement lorsqu'il ne va pas bien, ou si c'était plutôt après coup, est-ce qu'il raconte facilement son parcours? Je pense que c'est plutôt après coup. D'accord. Sur l'accompagnement qui a été proposé et tout ça. D'accord, donc ça, c'est très variable, j'imagine. J'ai pas de réponse tranchée là-dessus. Ça remue des choses douloureuses. Donc tout dépend aussi du degré à quel point ça a pu être digéré, cette situation-là. Mais donc bien évidemment à prendre avec des pincettes lorsqu'il s'agit d'aller interroger quelqu'un sur ce passé-là. Et j'ai oublié la deuxième question, je suis désolée. C'était le fait que, est-ce que en présentiel ou à distance, la formation? Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, alors très clairement, comme on touche sur des choses vraiment très, très humaines, très sensibles, etc., je pense, mais il ne s'agit voilà, que de mon avis, et que ce serait bien évidemment à croiser avec l'avis des spécialistes et des personnes qui sont en charge de former les gens. Mais j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui est difficile de faire à distance, parce que voilà, c'est clairement aussi sur ce type de formation que les silences, tout ce qui est langage non verbal va être important. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne perçoit pas à distance, ou en tout cas nettement moins bien. Et le côté on se confie, on essaie de construire quelque chose, etc., est plus difficile quand on a l'écran en face de soi qu'une situation présentielle. Après, évidemment, qu'il peut peut-être y avoir des choses complémentaires, donc des modules qui se passent à distance, des choses en présentiel, c'est peut-être quelque chose à envisager. Je ne sais pas si ça se fait déjà, pas dans les formations qu'on a répertoriées, qui sont exclusivement présentielles. Mais voilà, peut-être quelque chose à construire aussi là-dessus. Alors, pour continuer, donc juste dernière petite diapo sur voilà, pour sensibiliser au fait que la prévention du suicide, donc c'est l'affaire de tous, hein, chacun à notre échelle, on peut avoir un rôle à jouer. Et donc, pourquoi s'engager dans le réseau AgriSentinelle en tant que directeur d'OPA, chef d'entreprise, employeur de main-d'œuvre, etc. Donc, quelques petits éléments pour alimenter la réflexion, c'est que donc, être engagé dans le réseau, c'est finalement contribuer à une mobilisation collective pour lutter contre le fléau du suicide en agriculture. Ce n'est pas une fatalité. Chacun, à notre échelle, on peut contribuer à lutter contre ce fléau-là. Deuxième élément de réflexion, c'est que chaque salarié dispose dans l'année de jours dédiés à la formation continue. Aussi, donc, les formations qui sont suggérées, elles peuvent s'inscrire finalement dans le plan de formation de vos salariés et sans amputer sur le temps de travail technique, donc ce qui est important. Parce qu'on sait à quel point aussi voilà, c'est tendu dans les organismes d'appui, etc., de dégager du temps et des budgets. Troisième élément, c'est qu'en tant qu'employeur, vous êtes aussi responsable de la sécurité de vos salariés, qu'elle soit physique ou psychologique. Et on l'évoquait rapidement tout à l'heure, mais être témoin de la détresse d'autrui, ça peut générer des sentiments de culpabilité, voire un profond mal-être. Et donc, l'organisation de formation, le fait de dédier du temps aux salariés pour qu'ils puissent se former sur ces éléments-là et être donc plus sereins dans l'exercice de leur métier, ça peut contribuer à se protéger, à les protéger finalement face à la contagion de la détresse. Donc, je le répète, différents types de formation, repérage de la crise suicidaire, écoute active, prévention des RPS, etc. Donc, ça leur permet de mieux vivre leur métier et de se protéger. Dernier élément, c'est aussi que voilà, être répertorié comme entreprise membre du réseau AgriSentinelle, c'est finalement prendre en compte les enjeux sociétaux et éthiques de votre activité et ainsi s'inscrire dans une logique de RSE. Donc ça a été évoqué par le président de coopérative tout à l'heure également. Et c'est pour ça que voilà, on compte sur vous pour soutenir vos salariés qui souhaiteraient devenir sentinelles, donc qui soient voilà, volontaires bien sûr, en leur facilitant l'accès à la formation. Très concrètement, comme c'est une des questions qui est reprise aussi dans la foire aux questions sur le site, c'est comment s'engager au sein du réseau AgriSentinelle en tant que directeur d'OPA ou chef d'entreprise. Donc c'est de manifester votre intérêt auprès de nous, auprès du formulaire de contact ou nos adresses directes si vous les avez. Transmettre à vos salariés les différentes communications du réseau que vous recevez peut-être si vous êtes membre si vous êtes adhérent à
un des membres qui était tout à l'heure sur la bannière, normalement, vous devez recevoir ces communications-là. Et aussi leur dégager le temps nécessaire. Il y a des formules différentes qui peuvent aller de 1 à 3 jours. C'est selon les besoins, selon le degré aussi d'attente de vos salariés. Voilà, pour une présentation succincte. Alors, je ne sais pas si je sais qu'autour de la table, il y a d'autres personnes qui connaissent très bien le réseau. Si elles souhaitent intervenir, il y a bien évidemment, la parole est à vous. Et puis, libre cours aussi aux échanges et aux questions. Je veux bien intervenir. Pascal Parizeau, la directrice de Abyss. Stéphane est en train de s'afficher. Donc... Tu voulais prendre la parole, Stéphane? Ma galanterie me l'interdit. Mais tu compléteras. Moi, j'allais dire juste que clairement, les administrateurs des coopératives, en tout cas les nôtres, sont très sensibles à ce sujet et à l'engagement des organisations agricoles pour porter ce sujet. On a vraiment un écho très, très favorable de la part des administrateurs. Pour compléter, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Pour compléter, merci Delphine de cette belle présentation. Vous l'avez évoqué, mais protéger les éleveurs, c'est protéger les techniciens qui gravitent autour de l'exploitation. La crise du Covid-19 nous témoigne que les RPS sont un enjeu absolument considérable, plus que jamais. Et sans être oiseau de mauvais augure, les tensions économiques qui se profilent ne vont pas arranger les affaires et vont rendre ce réseau encore plus utile qu'il n'a jamais été. Mais je ne répéterai jamais assez, il faut aussi protéger les collaborateurs qui sont les sentinelles. Et quand vous parlez de leur santé, ils comprendront d'autant mieux celle des autres. Et ça, c'est symétrique. Donc, c'est fondamental. La deuxième, c'est que on a l'ambition avec ce réseau, tous les acteurs, que les entreprises se parlent sur les terrains, que les acteurs se parlent sur le terrain, qu'il y ait des synergies, des symbioses dans les bassins de vie, pour que de COP à COP, de COP à veto, de veto à Chambre d'agriculture, quand il y a une identification de fragilité, il y ait un accompagnement pluriel, collectif. Tout le monde a besoin de tout le monde pour ça. Et dernière chose, pour ne pas prendre trop la parole, c'est que ce sujet est venu grâce notamment aussi à ce réseau, aussi, au Parlement, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, puisque le sénateur Damézin a une mission sur le suicide, et il nous a fait le plaisir, sur le stand de la coopération agricole, de venir pour témoigner de sa mission et prendre déjà la température des solutions. Donc, plus que jamais, on se doit d'être mobilisé, puisque nos élus de la nation prennent ce sujet à bras le corps. Des réflexions, des témoignages, n'hésitez pas. Et on n'abandonne pas le financement privilégié des formations pour accompagner les entreprises, parce que le problème, c'est de mobiliser des personnes, surtout en ce moment, pour se former sur des formations qui sont quelquefois trop longues. Et que l'idée, c'est d'avoir aussi une trousse à outils très légère pour avoir les bons mots. Je vous renvoie à un article de la France agricole extraordinairement intéressant. Quand vous avez une situation de fragilité, il faut savoir être très direct vis-à-vis de la personne fragile. Donc, l'idée du président de la coopération agricole d'une trousse de premiers soins me semble toujours plus que jamais pertinente. Elle est en cours de construction. Ouais. Et une petite question qui vient du chat sur les financements disponibles pour les formations. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments sur ce sujet? Logiquement, si c'est la MSA, la solution est assez facile, puisque si vous devenez sentinelle de la MSA, je dirais que c'est pris en charge par la MSA, qui a eu reçu, je crois, des instructions en ce sens de son ministère de tutelle. Et nous essayons, avec la coopération agricole, de pousser les feux à l'OCAPIAT, qui est l'OPCO agricole et agroalimentaire, pour que nous ayons une enveloppe. Nous avons eu un accord de principe, mais nous n'avons pas encore les détails. Alors, c'est sûr que la période présente n'est pas favorable à la satellisation du processus, mais nous ne désarmons pas pour que l'OCAPIAT aussi nous accompagne, et ils ont envie de le faire. Et dernière chose aussi, pensez aux représentants du personnel. Nos syndicats sont des acteurs majeurs pour aussi amplifier la sensibilisation, sans contraindre, mais pour essayer de convaincre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.